bienvenue sur TVS, la télévision Chekina. C'est votre émission Le Politique. L'émission Le Politique est une émission de débat, une émission réservée aux leaders politiques et bien d'autres leaders qui font l'actualité dans tel ou tel domaine. Vous le savez déjà tous, l'élection présidentielle, c'est pour le 27 août prochain. Cette élection suscite déjà un engouement de la part de ceux qui sont déclarés candidats et de la part même des électeurs. Et pour mieux comprendre qui sont ceux qui sont déjà actuellement déclarés candidats à cette élection, l'émission Le Politique reçoit ce soir l'un de ces candidats déclarés. Il s'agit de Dieudonné Milama Mitogo. Au cours de cette émission, mon équipe et moi allons s'entretenir avec ce jeune Gabonais qui se porte candidat à l'élection présidentielle. Dieudonné Milama Mitogo, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes bien le président de la Convention nationale de l'interposition, candidat déclaré à l'élection présidentielle 2016. Est-ce qu'on peut déjà savoir ce qu'est la Convention nationale de l'interposition? Oui, la Convention nationale de l'interposition, comme son nom l'indique, regroupe en son sein des citoyens gabonais, des organisations de la société civile, qui ne se reconnaissent pas ni dans la majorité, ni dans l'opposition. Il faudrait savoir que la Convention nationale d'interposition est née d'un constat. Depuis plusieurs années, il y a une forte bipolarisation de la vie politique gabonaise. Mais cette bipolarisation n'est pas une bipolarisation qui est née des idées, mais parfois des frustrations, parfois des positions qui ont eu à se réduire au cours du temps. Je le disais le 20 juin, que la démocratie s'est vidée pratiquement de son sens. Nous n'avons plus le débat politique, mais nous avons l'invective, nous avons la haine. Et au fur et à mesure que nous approchons de l'élection, nous avons constaté que le pays courait tout droit vers le mur, dans le mur. Et ce sont les acteurs qui hier ont géré le pays ensemble, qui pendant 40 ans ont travaillé avec le président Bongo, et à un moment donné, ils ne sont plus entendus. Les uns sont restés dans la majorité présidentielle, dans le PDG, les autres sont allés majoritairement dans l'opposition. Et ce sont ces deux groupes qui, à mon sens, ont commencé à mettre notre vivre ensemble en difficulté. Donc la Convention nationale de l'interposition, c'est un mouvement qui est là, non seulement pour avoir en son sein tous les citoyens gabonais qui ne se reconnaissent pas dans les bagarres d'individus, mais aussi qui pensent que le Gabon a besoin plutôt, au lieu d'être divisé, mais que ces pays se rassemblent pour pouvoir se mettre face aux difficultés du Gabonais, pour pouvoir développer ce pays ensemble et non pour les diviser. Vous savez, quand j'ai décidé de créer cette convention, quand vous regardez la presse, il n'y avait que la haine, que l'invective, que le mensonge, et nous avions peur du pire. Je pense que depuis que la convention est là, petit à petit, nous allons vers la normalisation, vers le débat politique, non vers les individus. Alors, est-ce que c'est parce que c'est vous qui êtes à la base de la mise en place de cette convention que vous êtes candidat à l'élection présidentielle, ou alors qu'il y a eu au préalable un entretien dans la convention pour désigner qui portera ou qui défendra les couleurs de ce mouvement? Mais sinon, je vais vous dire pourquoi vous portez candidat à cette élection présidentielle. Je l'avais expliqué aux Gabonais le 20 juin. Au fait, c'est la faillite politique. Nous avons remarqué que les politiques gabonais ont réellement failli. Vous vous souviendrez que le président Bongo... Sauf vous? Oh non, je rentre en politique. Vous savez que je suis président de l'Observatoire national de la démocratie. Donc pendant de 2009 à 2015, j'ai dirigé cette organisation. Mais nous avons remarqué que la classe politique gabonaise a lamentablement échoué. Je ne le dis pas pour le dire. Le président Bongo a fait le bilan en 2007 de sa politique économique, sociale. Il a été clair. Il a dit ceci: mon intime conviction est que chacun de nous mérite mieux. Mon intime conviction est que le Gabon mérite mieux. Il a poursuivi en disant: Dieu ne nous a pas permis de faire du Gabon ce que nous sommes en train d'en faire. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons échoué. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que nous n'avons pas apporté aux Gabonais le bonheur qu'ils auraient dû avoir avec les ressources que le Gabon a.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la démocratie, nous n'avons pas pu la consolider. Au contraire, on s'est mis là juste pour nous servir du Gabon au lieu de servir le Gabon. C'est avec le chef Ali Bongo l'a encore fait. En 2013, il a dit clairement que les réformes se font avec beaucoup de lenteur. Il a cité les mots. Il a cité le détournement des deniers publics. Il a cité le tribalisme. Il a cité le népotisme, la paresse. Donc vous voyez bien que les deux générations des politiques qui dirigent ce pays après le Yomba ont lamentablement échoué. Et devant cette situation, il s'est posé un autre, c'est-à-dire la crispation. Nous avons eu des Gabonais qui étaient prêts à joncher, ils sont encore là, des cadavres, soit pour rester au pouvoir, soit pour s'y approcher. Et nous avons dit qu'il faut une troisième voie que nous devons proposer aux Gabonais, qui est d'abord la voie de la rupture. La rupture avec ce que le président Bongo lui-même avait dit, nous n'avons pas le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train d'en faire. Ça veut dire tout ce que vous connaissez, l'injustice, la pauvreté, en fait, les difficultés que les Gabonais rencontrent dans les quartiers, le fait que la démocratie a été totalement vidée de tout son sens démocratique au lieu d'une démocratie, celle de 1991, vous savez, vous connaissez notre constitution de 1991, on l'a vidée de tout son sens démocratique pour vivre dans une situation de je ne sais quel régime, un peu de démocratie avec beaucoup de dictature. Donc, à côté de cela, nous avons vu des acteurs qui étaient prêts à se battre, non pas sur des questions purement économiques, sociales et politiques, mais sur des questions purement d'intérêt personnel. Donc, nous nous sommes dit, il était temps de donner aux Gabonais une chance d'avoir une troisième voie. C'est la voie que j'incarne, c'est la voie du rassemblement, c'est la voie de la rupture, c'est la voie de l'unité et c'est la voie du progrès, la voie du développement. C'est cette voie que nous incarnons au niveau de la Convention nationale d'interposition. Et la Convention nationale d'interposition est suffisamment représentée à travers le territoire national? Je peux dire que la société civile, moi je suis en train de faire le tour du Gabon, mais quand vous regardez, la plupart des Gabonais se reconnaissent dans les idées et les valeurs que la Convention défend. Et nous sommes en train de l'implanter sur tous les territoires nationaux. Vous verrez au cours des élections que la Convention est majoritaire dans ce pays. Monsieur le Président, merci. Cette émission est encore présentateur. Je crois bien que Pierre Parfait Madiko a bien des questions également pour vous. Alors, Monsieur le Président, vous affirmez que vous faites le tour du Gabon. Vous êtes donc en contact avec les populations. Quelle image avez-vous de leurs conditions de vie? Les Gabonais vivent mal. Les Gabonais vivent même très mal. Il suffit de regarder le taux d'endettement de chaque Gabonais aujourd'hui. Les Gabonais ont des difficultés à joindre les deux bouts. J'étais à Tchibanga tout dernièrement. J'ai vu des jeunes filles mères qui ont 13 ans. Des filles de 13 ans qui ont déjà des enfants, qui ne travaillent pas. À 13 ans, on ne travaille pas. À 13 ans, le plus souvent, même les parents ne travaillent pas. Imaginez comment cette jeune fille, sans aide de l'État, parce que l'État a réellement démissionné, fait pour se nourrir, pour nourrir son enfant, pour pouvoir aller à l'école. Regardez le taux de déperdition scolaire chez nous. Je ne sais pas si vous le savez. Quand 100 jeunes Gabonais vont à l'école, il n'y a que 14 qui terminent leur cycle. 86, je peux dire, échouent. Parce que 86 sortent du système sans parchemin, sans formation. Et quand on n'a ni formation, ni parchemin, qu'est-ce que le Gabon nous réserve? Je pense que c'est suffisamment révélateur pour comprendre que les conditions de vie des Gabonais sont excessivement difficiles. On parle de 30% de taux de pauvreté. Moi, je voudrais dire 60%. Pourquoi je le dis? Parce que ceux qui en ont, qui ont un peu, sont obligés de venir au secours à ceux qui n'en ont pas. De facto, il y a une contamination de la précarité. Donc, les Gabonais vivent dans des conditions excessivement difficiles. Mais l'État n'est pas au chevet des Gabonais. Quand vous voyez une dame qui a ses 5 enfants, qui sont à la maison, qui ont encore fait d'autres enfants, qui sont à la maison, je vous dis, tous les matins, combien elle doit dépenser pour que les enfants puissent prendre le bus, le taxi-bus pour se rendre à l'école, pour pouvoir manger à l'école et pouvoir retourner.
c'est énormément d'argent. En 2005, je faisais une étude au niveau des marchés de Libreville pour constater que 90% des femmes vivent seules sans conjoint. Et c'est la partie de cette population qui souffre énormément avec une progéniture qu'elle doit nourrir, envoyer à l'école sans l'aide de l'État, dont les conditions de vie sont difficiles et la pauvreté est extrême chez nous. Voici pour ça une des raisons qui m'amène à me présenter à cette élection. Parce que je sais que nous pouvons régler le problème de la pauvreté au Gabon. Parce que je sais que ce n'est qu'une question de volonté. Si nous voulons régler les problèmes, nous allons les régler. Tout dernièrement, j'étais à Québec. Moi, je disais aux jeunes d'à Québec que moi aussi, je suis sorti des quartiers. Mais quand moi, j'étais dans les quartiers, je prends un exemple. Pour aller à Messieurs, il y avait un bus qui me transportait. Au moins, ces dépenses, mes parents ne supportaient pas ça. Quand j'étais à Saint-Gabriel, j'étais à l'internat. Ça veut dire, moi, je partais du Vital et je suis allé apprendre à Moula. Je ne suis pas de Moula, mais je pouvais manger. Je pouvais être soigné. Je pouvais aller à l'école sans que mes parents ne déboursent de l'argent pour cela. Mais aujourd'hui, quand vous regardez, tout le système social du Gabon a été détruit. Il n'y a plus de transport en commun de nos élèves. Les internats n'existent plus. Il n'y a pas d'aide. Quand vous regardez les allocations familiales, 8 000 francs. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 8 000 francs pour nourrir un enfant? Et quand vous voyez des jeunes filles, mères célibataires, le plus souvent les pères sont démissionnaires. Mais elles sont face à la maladie. Elles sont face à l'école. Elles sont face au logement. Les moyens, on les trouve où? Alors vous le disiez, vous étiez à Chibonga, c'était en mai dernier. Vous étiez donc face aux jeunes. Et face à ces jeunes, vous êtes présenté comme étant le candidat de la troisième voie. Qu'entendez-vous exactement par troisième voie? La troisième voie, je disais tout à l'heure qu'il fallait d'abord permettre aux Gabonais de ne pas choisir entre le mal et le pire. Vous le savez, vous êtes journaliste. Les Gabonais disent ce sont les mêmes. Ceux qui ont dirigé avec Bongo sont allés à gauche, les autres sont allés à droite, mais ce sont les mêmes. Il fallait donc présenter une autre voie. Les Gabonais ne votaient plus depuis longtemps, je pense que vous le savez. Parce qu'ils se disaient, mais à quoi ça servirait de voter, puisque ce sont les mêmes qui viendront et ils feront toujours la même politique. Donc la troisième voie, c'est d'abord la voie de la rupture. La rupture avec quoi? La rupture avec l'injustice. Je disais aux jeunes d'à Québec que moi j'ai mes enfants qui ont appris et qui apprennent encore. Mes enfants ont eu le bac à 16-17 ans. Mais je gagne un peu bien ma vie. Mais j'ai refusé de donner la bourse à mes enfants. Parce que j'estime que ceux qui ont un peu, ce ne sont pas ceux-là qui doivent prendre les aides de l'État. Les aides de l'État doivent d'abord aller à ceux qui n'en ont pas. J'ai refusé moi de prendre les allocations familiales. Parce que j'estime que les allocations familiales ne doivent pas aller là où les gens ont un peu, mais doivent aller d'abord au niveau des familles en difficulté. C'est la voie de la justice sociale, c'est-à-dire l'État doit d'abord venir en aide à ceux qui n'ont rien. Regardez le troisième âge. Allez-y à Mélène. Vous allez constater que nous avons démissionné face à nos parents. Nous avons démissionné face à nos grands-parents. Moi, j'ambitionne par rapport à ce problème, mettre ce que j'ai appelé les villages Pama, les villages Papi et Mami, c'est-à-dire recueillir toutes ces personnes qu'on a abandonnées pour leur assurer une fin de vie honorable. Au lieu de les abandonner, l'État ne fait rien. Vous avez le système ici de délinquance. Que faisons-nous de ces enfants? Je vous ai dit 86% des enfants gabonais n'arrivent pas à obtenir des diplômes pour vivre décemment. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? On appelle Koulmondja, on appelle braqueur. Mais moi je dis ceci, aucun Gabonais ne doit rester au bord de la route. À ceux-là, je me propose de mettre des centres de récupération, de formation et de réinsertion des enfants en difficulté. Nous ne devons pas, je dis, nous n'avons pas le droit d'abandonner nos compatriotes. Il faut revenir à l'école. Vous pensez que si on met les internats partout comme je veux le faire, le taux d'échec sera celui que nous avons aujourd'hui? Allez-y dans les bars le soir. Regardez la jeunesse. Qu'est-ce qu'on a fait de notre jeunesse? Ils sont beaucoup plus aptes à boire de la bière qu'à étudier une leçon. Et demain,
qu'est-ce qu'ils vont devenir? C'est pour cette raison que moi j'ai dit, nous allons mettre des internats sur toute l'étendue du territoire national pour recueillir nos enfants. Non seulement pour soulager les enfants, les parents, parce que quand les enfants sont à l'internat, on ne paye ni le transport, ni le goûter le matin, ni même les soins médicaux, mais surtout pour encadrer notre jeunesse. L'avenir d'un pays se mesure à la qualité de sa jeunesse. Et quand un pays abandonne sa jeunesse, c'est un pays irresponsable. Et c'est ce que les dirigeants ont lui a fait. C'est cette troisième voie que j'incarne, celle qui va faire la rupture avec les détournements des deniers publics. Il y a l'impunité dans ce pays. L'impunité est responsable des autres vices. Les crimes économiques, on sait que si on vole, ce qui appartient à tout le monde, on n'est pas inquiété. La suite, c'est que si, comme le président Bongo disait lui-même, que si chaque 10 francs investis pour l'école était réellement allé à l'éducation, nous aurions eu le meilleur système éducatif de l'Afrique. Moi, président, chaque 10 francs investis pour l'école ira à l'école. Chaque 10 francs investis pour la route ira à la route. Chaque 10 francs investis pour le social ira d'abord aux plus défavorisés. Et après le reste, on verra. Le problème du Gabon se pose d'abord à ce niveau. À ce niveau, c'est au niveau de la gouvernance. Et moi, je promets une bonne gouvernance. Une gouvernance juste et honnête. Le respect de la chose publique pour que le Gabon puisse enfin rattraper l'énorme retard que nous avons quand on compare ce que nous avons fait avec les moyens que nous avons eus. À côté de cela, comme je vous le disais, les réformes démocratiques. Les politiques actuelles ont tout fait pour violer le consensus de 1991. Nous avons eu une conférence nationale en 90. Les Gabonais ont dit, voici comment nous voulons que le pays soit gouverné. Nous voulons un équilibre constitutionnel, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle, une Cour constitutionnelle totalement indépendante, qui puisse vraiment dire le droit quand on sollicite cette Cour-là. Dans les conditions actuelles, elle ne dit pas le droit. Vous savez, et ça dessus c'est important. Je crois qu'il y a un grand homme politique qui disait, c'est comme la tour de Pise, on sait toujours là où ça se penche. Donc, nous devons la réformer. Pourquoi? Parce que, vous savez, quand on est nommé, et quand on cherche à être nommé, on fait plaisir, parce qu'on veut revenir. Moi, je veux une Cour constitutionnelle totalement indépendante. Comment je vais procéder? Pour moi, les membres de la Cour constitutionnelle ne doivent pas être nommés par les politiques d'abord. C'est-à-dire, aujourd'hui, on dit le président de l'Assemblée nationale, non, c'est un individu qui nomme 3 membres de la Cour constitutionnelle. Vous voyez la lourde responsabilité que cela comporte. Un individu. Et la Cour constitutionnelle, quand il y a une décision prononcée par cette décision, elle devient irrévocable. On ne peut même pas l'attaquer. Donc, nous, il faut une Cour constitutionnelle indépendante. Ça dépend d'abord des conditions de nomination. C'est pour ça que nous proposons que sur les 9 membres, 6 sont votés par la corporation. Ça veut dire quoi? Les magistrats, en leur sein, voteront 3 membres. Les professionnels du droit, c'est-à-dire les greffiers, on appelle les huissiers de justice, les notaires, les professeurs de droit à l'université, vont voter 3 aussi en leur sein. Maintenant, le président va nommer 3, mais sur proposition. Je dis bien sur proposition. C'est-à-dire la société civile va se réunir et il va donner 3 noms au président. Il en nommera 1. L'opposition va se réunir, va proposer 3 noms, le président en nommera 1, et la majorité fera de même. Nous allons avoir 9 membres qui ont une légitimité fondée. Mais après, il va falloir un consensus politique. Parce qu'il va falloir valider ça par l'Assemblée nationale à hauteur de 3 quarts. De telle sorte que si nous avons ces personnes, avec cette année-là, on va avoir des personnes qui auront un consensus et une légitimité. Et moi, je ne veux pas que leur mandat soit renouvelé. Ils auront un mandat de 10 ans. En face d'eux, ils vont voir Dieu. Ils auront le pays.
ils ne répondront de personne d'autre. Parce qu'ils n'ont pas peur d'être démis, ils n'ont pas envie de plaire parce qu'ils ne reviendront plus. Donc, pendant 10 ans, et je voudrais que les membres de la Cour constitutionnelle aient au moins 60 ans. Ça veut dire ceux qui ont déjà fait une carrière riche et qui peuvent avoir une meilleure conception de la chose publique. Donc, vous savez, Et s'agissant de la désignation du président de cette Cour, à l'intérieur de la Cour, eux-mêmes, ils vont de façon démocratique, comme ça s'est passé lors de la première élection, désigner un président et éventuellement le vice-président sur élection de 9 membres. Et là, ça nous permettra, à mon avis, d'avoir une institution forte. Parce qu'Obama le disait, nous n'avons pas besoin des hommes, l'Afrique n'a pas besoin des hommes forts, mais des institutions fortes. Parce qu'une Cour constitutionnelle pareille ne se plierait jamais devant un camp politique. Parce qu'ils ne doivent rien à personne. Ils doivent tout à leur intégrité, à leur moralité et à leur valeur intrinsèque. Et à la reconnaissance que la communauté fait de ces personnes-là. C'est la même chose que nous allons faire avec le Conseil national de la communication. C'est-à-dire 3 qui seront votés par la presse publique, 3 par la presse privée, parce que vous, la presse privée, vous êtes toujours sanctionné. Quand vous regardez bien, j'ai rarement entendu que la RTG a été sanctionnée. J'ai rarement entendu que l'Union a été sanctionnée. La dernière fois, je crois que c'est la Une et l'Orbe qui sont sanctionnés. Après, ce sera sûrement TV+, après peut-être TVS, mais les autres ne sont jamais sanctionnés. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas représenté au sein de cette institution, parce que cette institution est là pour faire plaisir aux gens qui ont nommé les différents membres. Et s'ils veulent le rebeloter, ils ont intérêt à s'aplatir. Mais c'est ça que nous n'allons pas accepter. C'est pour cette raison que les coûts de les décisions doivent être des décisions prises par des gens que tout le monde reconnaît la valeur, l'intégrité et l'amour du pays. Et c'est pour ça qu'on va donner la responsabilité au secteur privé de la communication de choisir 3. Au secteur public de choisir 3. À la société civile de choisir 1. À la majorité de choisir 1. À l'opposition de choisir 1. Je crois qu'avec les tamis que nous avons eu à mettre en place, j'ai la ferme conviction que nous allons avoir des institutions fortes, des véritables institutions, parce que c'est là le problème du Gabon. L'injustice est responsable du désordre. Le président Bongo disait qu'il préférait l'injustice au désordre, mais d'autres disent que c'est l'injustice qui amène le désordre. Donc il faut d'abord la justice, après nous aurons l'ordre. Président Bilama, vous n'avez pas touché à la Constitution. Nous savons que dans les conditions actuelles, la Constitution, d'aucuns la qualifient d'hybride, en ce qui concerne notamment le chapitre sur le mandat présidentiel, qui aujourd'hui a 7 ans, renouvelable X fois. Et vous, si vous êtes élu président, est-ce que vous allez réviser cette Constitution? Dès que je suis élu président, nous allons réviser cette constitution de fond en comble. Je vous ai dit que ceux qui sont là aujourd'hui l'ont vidé de tout son sens démocratique. En 1991, nous avons négocié une constitution consensuelle, limitation du nombre de mandats. Ça, je vais le faire. On ne doit pas rester éternellement au pouvoir. Pour quelle raison? Les Américains ont 4 ans. Je dis renouvelable une seule fois. Et nous allons réduire la durée du mandat à 5 ans. La Grande Amérique, 4 ans. L'Égypte, 4 ans. Le Sénégal, 5 ans. La France, 5 ans. Pourquoi on a besoin de 7 ans? On n'a pas besoin de 10 ans. Plus encore pour montrer de quoi nous sommes capables. Donc si les autres en 4 ans ont réussi à développer des pays, à montrer des signaux forts, nous en 5 ans, je crois qu'on peut le faire. Donc moi je suis pour la réduction du mandat présidentiel à 5 ans. Et pour un mandat renouvelable une seule fois. En plus, l'élection à un tour n'est pas démocratique. Cette année, au cours du mandat, le président Ali Bongo a eu 42%, mais 58% des Gabonais n'étaient pas élus. On ne peut pas diriger
La majorité. Alors, quel est le sens de la majorité? La majorité, c'est ceux qui sont plus nombreux, qui ont le droit de diriger ceux qui sont moins nombreux. Mais au Gabon, avec l'élection à un tour, c'est une minorité qui a dirigé la majorité au cours de ce mandat. Et c'est pour cette raison que les réformes n'ont pas réussi à prendre au sein de l'opinion. Parce que les Gabonais ne se retrouvaient pas dans ces réformes. Les Gabonais ne se retrouvaient pas dans ce pouvoir. Résultat de cause, échec. Échec.